Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler, pour commencer, d'une convention de partenariat qui unit le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, la ville de Montpellier et la métropole de Montpellier. Donc, c'est une convention qui est issue de collaborations qui datent depuis 2004 entre le CEF et des agents de la ville de Montpellier, puisque des projets de recherche ont été menés sur le territoire, dans lesquels les agents territoriaux ont pu s'impliquer, et également donc des événements de sensibilisation du public organisés par la ville et la métro, dans lesquels les chercheurs du CEF se sont impliqués. Donc, afin de valoriser ces échanges et de développer ces partenariats, une convention a été signée entre la ville, le CEF et la métropole en 2021. Et cette convention court jusqu'en 2026. Donc, les attentes des parties prenantes de la convention sont d'améliorer la connaissance des dynamiques de la biodiversité sur le territoire, d'optimiser les pratiques de gestion, de sensibiliser le public et les acteurs du territoire aux enjeux de la biodiversité, et puis de structurer et pérenniser toutes les collaborations entre ce labo de recherche et la collectivité. Donc, il y a 3 axes principaux de coopération qui ont été identifiés. Donc, le premier concerne l'amélioration de la connectivité pour favoriser la biodiversité. Le deuxième concerne la compréhension des processus écologiques dans un contexte de changement climatique et d'invasion biologique pour mieux gérer la biodiversité dans l'espace urbain. Et le troisième concerne tout ce qui est valorisation et partage des outils de sensibilisation du public. Donc, pour suivre cette convention de partenariat, on a un comité de pilotage qui est constitué des élus et de la direction du CEF, et aussi d'un comité opérationnel de suivi, composé donc d'agents de la ville et de la métropole et de chercheurs du CEF. Donc, grâce à ce comité très actif, on a pu mettre en place de nombreux projets. Donc, je remercie toutes les personnes impliquées dans ce comité opérationnel, notamment Alain Vergne à l'animation, Yann Rollet, qui est ici présent, qui a travaillé sur le projet Loutre qu'Olivier nous présentera tout à l'heure, en suivant, et David Gomis, qui est là aussi ce matin. Non, pas encore. Donc, pour cette convention, nous avons un petit budget de 20 000 € par an qui nous permet de lancer des petits appels à projets annuels. Donc, depuis le début de la convention, nous avons pu financer 12 projets de recherche. Donc, c'est des petits projets sur des thématiques très variées, donc les mésanges, les pollinisateurs en milieu urbain, les fourmis du groupe Tapinoma, les projets autour de la médiation de la biodiversité, les taxons végétaux rares, du sanglier, le thym et la loutre. Plus récemment, là, on finance un projet plus transversal dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité métropolitain, dont l'objectif est de structurer et de valoriser les données biodiversité détenues par les chercheurs du CEF, données récoltées sur le territoire de la métropole. Donc, tous ces petits projets, ces petits financements, viennent compléter des projets de recherche lancés donc par les équipes du CEF, mais permettent également d'initier des dynamiques sur le territoire, de mettre en relation les acteurs, de faire du terrain ensemble, et de partager les contacts et les données. Voilà. Parallèlement à tous ces projets financés, on a également lancé d'autres collaborations sur la biodiversité des sols, la flore des prairies urbaines, les populations d'écureuils. Et tous ces projets, et notamment des journées d'échange qu'on a fait en parallèle, nous ont permis de développer et d'enrichir le partenariat un peu plus, donc notamment grâce à l'engagement de tous, l'envie commune de mieux préserver la biodiversité et les bonnes énergies de tout le monde. Voilà. Donc je laisse la parole à Olivier, et j'ai oublié de citer Paola Diaz, qui est là aussi ce matin, qui est membre du comité de suivi de la Convention. Donc, bonjour, donc moi c'est Olivier. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience sur cette convention et vous raconter comment cette convention elle m'a sauvé. Donc moi j'ai une formation de statisticien et je suis dans un labo d'écologie depuis une vingtaine d'années. Et il y a pas longtemps, parce que il y a pas longtemps que j'ai eu 50 ans, j'ai eu une petite crise scientifique. Et donc, cette crise, c'est bon. Donc, ça part de cette phrase d'un personnage public là qui a dit en 2009, si à 50 ans vous n'avez pas une Rolex, vous n'avez pas réussi votre vie. Donc moi j'ai repris cette phrase dans mon compte et avec des collègues on s'est lancé dans si à 50 ans on n'a pas un terrain, on n'a pas son terrain, on n'a pas lancé son terrain, ben c'est qu'on a raté sa vie scientifique. Donc je me suis mis à faire du terrain après 20 ans. Pour me sentir un peu mieux dans mon labo. Donc, avec des collègues qui ont été gentils de m'accueillir sur le terrain. Et on est parti sur la loutre. Donc, il me reste même pas 5 minutes, en fait, parce que t'as besoin d'un peu de temps. Il faut que je boum. Ouais, allez, challenge. Donc, la loutre d'Europe. Donc, on est parti je cherchais, j'ai toujours travaillé sur les carnivores, donc je cherchais carnivores, mais pas loin. Voilà, bref. Donc, on est
C'est un mammifère carnivore qui se nourrit surtout de poissons. Voilà, on dit que c'est une sentinelle parce qu'elle est en bout de chaîne, donc elle peut, si vous la suivez, vous comprenez un peu mieux ce qui se passe au niveau de l'écosystème. C'est semi-aquatique ou semi-terrestre, c'est comme vous voulez. Elle occupe un grand territoire, donc on parle d'espèces parapluies. Si vous la protégez, vous protégez d'autres espèces qui en dépendent ou qui utilisent le même habitat. Elle a un fort capital sympathie, hein, c'est une loutre, hein, on aime beaucoup, donc c'est porte-drapeau aussi. Donc si on l'étudie, bah, on peut par effet de... bon, bref, vous pouvez protéger d'autres espèces aussi. Et puis, en fait, il y a des forts enjeux de conservation parce que, à peu près au siècle dernier, milieu du siècle dernier, elle était presque éteinte. Donc, on se pose des questions parce qu'on est des scientifiques. Donc, on a commencé par le terrain. Comment suivre efficacement les populations de loutres pour les étudier? Après, on est monté un peu en généralité. Quelles sont les conditions écologiques pour qu'elles se déplacent et qu'elles s'installent, des questions de connectivité. Et puis, comme dans notre équipe, on a aussi des gens qui travaillent en sciences sociales, on a essayé d'avoir une approche un peu holistique en se disant, holistique? Non, interdisciplinaire? Transdisciplinaire? Comment les représentations et les pratiques des humains façonnent la connectivité? Et, voilà. Et puis, on est allé aussi vers de la médiation scientifique avec est-ce que la loutre peut être une bonne ambassadrice des zones humides pour leur préservation? Voilà. Et les méthodes, bah, on a fait du terrain, parce que c'était un peu ma crise de la cinquantaine, donc on a fait du terrain. Donc on a utilisé des méthodes, l'ADN environnemental par exemple, donc avec, on pompe de l'eau et puis on fait passer l'eau dans des filtres pour récupérer l'ADN, et on peut savoir si l'espèce était présente ou pas, avec un peu d'incertitude. Des pièges photos, je vais vous en montrer tout à l'heure. Le piège photo est là. Ah voilà. Le piège photo est là. Et puis on a aussi recherché les signes de présence, donc les crottes de loutre qu'on appelle épreintes, elle a un terme technique pour... Donc ça c'est un super... voilà. Un super moulage que Yann nous a fait, il a nickel là-haut, voilà. Voilà, on a parlé de connectivité écologique, on a fait de la modélisation. Les champs, les disciplines mobilisées en sciences sociales, bah, c'est la géographie et la sociologie des interactions. Et puis en médiation scientifique, ce qu'on a créé, c'est une valise pédagogique, en repartant de quelque chose qui existait déjà. Hein. Et puis une exposition photo que vous pouvez voir sur la métropole qui rassemble les clichés de Yann Rollet, encore une fois. Donc voilà, recherche des crottes, les pièges photographiques, et puis l'ADN environnemental, où on voit ici Vincent Sablin de l'EPT Bélez, avec qui on a lancé le projet avec Yann Rollet là-haut. Et l'équipe, donc, bah, c'est une grosse équipe, hein. Il y a plein de gens impliqués à plus ou moins beaucoup de temps. Hein. On a surtout des médiateurs et médiatrices scientifiques qui ont fait un travail énorme avec le CPIE à Pieux, là, sur la valise pédagogique. Et puis les loutrologues, on appelle ça des loutrologues. Alors moi, je ne me considérais pas encore comme loutrologue, mais avec qui le projet, sans qui le projet n'aurait pas pu se lancer. Voilà. Et puis, c'est ce qu'a dit Stéphanie tout à l'heure. En fait, c'est le terrain qui nous a rassemblés, sur lequel on est hors mur, et on a pu discuter un peu de nos parcours, de nos expériences. Alors ça, on prêche sûrement des convaincus dans la salle, mais c'est hyper important. Voilà. Et on a quelques résultats, mais je vais aller vite. Hein. Alors c'est surtout des vidéos, parce que ça passe bien les vidéos. On peut confirmer la présence de l'espèce. Alors attention, hop, la loutre, elle est là. Elle marque le territoire. Alors là, vous allez voir une loutre faire caca. Parce que bon, je ne pouvais pas passer une exposé sans parler. Voilà. Donc il y a plein de... Voilà. Elle utilise des infrastructures. Alors je ne sais pas si vous allez reconnaître ça. C'est une passe à poisson. Et devinez où elle est. Donc voilà. Hop. Elle est là. Vous reconnaissez cet endroit? C'est l'hôtel de région. Il y a une passe à poisson. On avait mis un piège photo. Enfin, c'était Yann qui s'en est occupé. Et on a une superbe vidéo là. Donc elle utilise aussi ces infrastructures. On a des suspicions de reproduction aussi, donc ça c'est... on n'est pas à Prades, on est à Castelnau là. Et est-ce qu'on a le son? Bon, on les entend, il des vocalises. Ces deux individus, alors on n'est pas sûr que ce soit un mâle et une femelle, ou une femelle et son petit, mais bon, on a des suspicions de reproduction. Donc avec les pièges photos, on peut faire plein de choses. On a rassemblé ces informations, tous ces résultats dans un article en français, hein, dans la revue Naturae. Et puis... c'est un carton rouge que tu nommais? Ah ouais, il reste une minute, ok. Et puis on a décliné ça on a eu de la chance d'avoir un doctorant qui est extraordinaire qui s'appelle Simon Lacombe et qui a décliné ça à l'échelle nationale et qui a pu faire des cartes de distribution avec des modèles compliqués en statistique parce que c'est un peu ce qu'on fait. Voilà, donc ça c'est tout récent, tout chaud, et l'espèce recolonise. Voilà. Alors les réflexions pour finir. Qu'est-ce que j'y gagne? Alors, je me suis mis à la place de chercheurs qui se diraient, tiens, faire des projets à 5 000 euros parce que c'est 5 000 euros. C'est pas... Mais moi, ça a tout déclenché, en fait, 5 000 euros. Donc, j'ai pas eu de Rolex avec 5 000 euros, quoique j'aurais pu, en fait, mais
Voilà, mais l'idée c'est quand même que ça a donné un peu plus de sens, plus sérieusement, on va arrêter de rigoler, un peu plus de sens. Moi je me suis senti un peu plus utile parce que c'est de la recherche sur le territoire, des liens donc sur le territoire avec les équipes qui sont sur le terrain. Et puis du temps aussi, c'est du temps, on se plaint toujours qu'on manque de temps, du temps pour construire des questions en fait. Et ça a débouché à plein de nouvelles aventures scientifiques. Donc on pérennise le suivi sur la faune du Lèze, on a lancé un programme de sciences citoyennes avec les habitants et les habitantes du Lèze, on a fait de la médiation scientifique, et puis on lance de nouveaux projets scientifiques sur les interactions entre les humains et les petits carnivores. Donc on a eu une ANR, un projet avec la FRB, on lance des choses sur l'écologie de la santé avec les Ragondins. Bref, ce projet, il m'a permis de relancer quelque chose, de relancer une motivation et puis de travailler avec des gens qui sont plutôt sympas. Voilà. Et Stéphanie qui conclut. Il nous reste 0 secondes. Ouais, c'est pas mal, on est presque bon. Du coup, donc l'apport de ce projet, et plus globalement de tous les projets de recherche menés dans le cadre de la convention donc pour la ville de Montpellier, pour la métropole. Donc ce projet, comme tu l'as dit Olivier, ça permet de renforcer le dialogue et créer du lien, donc à la fois entre les scientifiques et les collectivités, mais aussi au sein des collectivités, parce que ça a permis de faire travailler plus étroitement certaines directions de la ville et de la métropole. Ça remet du lien aussi avec des partenaires associatifs et institutionnels sur le territoire. Ça nous offre des super outils de médiation donc, qui sont mobilisés dans le cadre de programmes d'éducation à l'environnement. Et ça offre aussi un soutien aux gestionnaires sur le terrain. Donc ça nous permet de conforter nos orientations de gestion, ce qui est toujours fort important. Voilà. Et enfin, donc, tous ces apports de connaissances et le projet donc, sur les données, donc, je vous ai parlé au début, donc, qui concernent les données biodiversité sur le territoire métropolitain. Donc tous ces projets et données viennent nous conforter dans nos outils d'aide à la décision. Donc, pour, je l'espère, mieux gérer la biodiversité sur le territoire métropolitain. Voilà, merci. Ouais. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage également très très intéressant sur la biodiversité urbaine et comment elle s'ancre fortement dans notre territoire. Et on parlait justement du Lèze tout à l'heure et on est à nouveau pleinement concerné. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour commencer ? Bonjour, merci pour cette présentation. Concernant justement la loutre, je sais qu'il y a d'autres initiatives qui sont sur les populations sur le fleuve Hérault. Et je me demandais justement au niveau local, donc on a vu les travaux de Simon, pardon, j'ai oublié son nom de famille, en France. Mais du coup, comment au niveau local, avec les autres communautés de communes, et est-ce que vous avez des liens ? Comment vous organisez ça ? Voilà. Merci pour la question. Ouais, c'est Simon Lacombe, le doctorant merveilleux. En fait, on a pas mal travaillé avec les EPTB, donc le PTB du fleuve Hérault, et il se trouvait qu'ils avaient déjà travaillé avec d'autres collègues, Tanguy Dauphren, Nicolas Guédé et Johan Michaud, qui avaient déjà travaillé sur... Donc ils avaient fait pas mal de choses, donc en fait on a dit c'est pas la peine d'investir l'Hérault, et puis l'Hérault c'est grand, quoi. Et moi j'avais envie d'un terrain un peu... à échelle humaine, quoi. Donc, mais ça, en fait, on est au courant de nos travaux et puis ça se fait. Et Simon est allé travailler sur le Vidourle, il est allé travailler sur la Mosson, il a travaillé sur d'autres bassins versants, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il est allé jusqu'à l'étang de l'Or ? Et le bassin de l'Or, Voilà. on est allé sur le bassin de l'Or. Je m'excuse d'avance parce que je vais commencer par la phrase que je déteste entendre, qui est ce n'est pas une question, c'est une remarque. Simplement pour vous remercier, parce que moi je suis médiatrice scientifique et c'est la première fois depuis le démarrage de la journée qu'on entend parler vraiment de la médiation, et ça fait plaisir de l'avoir intégré dans un beau projet comme celui-là. Et du coup je voulais rebondir sur le fait que pour les labos, 5 000 €, ça a l'air d'un petit budget. Pour les structures de médiation scientifique, c'est énorme. Donc en fait, si vous avez 5 000 €, sollicitez-nous. Je vous jure que pour 5 000 €, on peut faire plein de trucs. Voilà, merci. Alors pendant que le micro, je signale qu'on a eu un peu d'argent pour la médiation scientifique par l'Université de Montpellier, qui avait fait un appel à projet pour la médiation scientifique. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient dans cet appel à projet, l'initiative de cet appel à projet, mais je tiens à les remercier parce que j'avais jamais vu passer dans le monde académique un appel à projet pour culture scientifique et médiation scientifique. Et nous, ça nous a... Et c'était pas 5 000 €, c'était un peu plus. Et on a fait bénéficier les structures médiation, en particulier le CPIE APE. Merci beaucoup pour votre présentation et pour l'explication de cette convention de partenariat entre le CEF et la métropole de Montpellier. Question très pratique.
Connaissez-vous ou avez-vous, vous, à la métropole de Montpellier, d'autres partenariats avec d'autres labos? Et dans la continuité, est-ce qu'il y a d'autres collectivités qui sont intéressées par les partenariats que vous menez? On a la métropole de Montpellier, le maire coordonne, est président du réseau Cité Unie France. Est-ce que ça donne envie à d'autres collectivités en France ou ailleurs de passer des partenariats avec des labos? Merci. Alors au niveau des partenariats avec d'autres labos, donc on a une grosse convention écologie de la santé là, donc qui est animée par David Gomis, donc qui justement vise à qui a lancé des partenariats pour consolider des échanges et donc qui vise à mieux structurer tous les échanges sur tout ce qui est One Health sur le territoire. Et après au niveau des autres communes, j'ai échangé avec des personnes qui étaient intéressées d'autres communes, mais je ne sais pas si dans les faits, il y a des choses qui se sont vraiment lancées sur le même schéma, vraiment sur une entrée écologie urbaine. Voilà, je ne sais pas trop, mais je sais que ça intéresse souvent. Mais peut-être qu'il faut qu'on communique davantage aussi sur cette convention, voilà, sur ces projets. Voilà. Ce sera la dernière question. Oui, je me posais la question de savoir, est-ce que vous avez une idée de la liste de raisons qui font que la loutre est plutôt sympa et le ragondin plutôt pas sympa en fait? Et est-ce que vous pensez que vous allez changer les choses là-dessus? Alors on a commencé à travailler sur le sujet justement et il y a clairement un gradient de perception qui est parallèle à l'urbanisation en fait. Donc quand on est en ville, le ragondin c'est le seul animal sauvage qu'on peut voir facilement quoi. Quand on sort de la ville, les personnes interrogées, les professionnels, ils sont plus au courant des dégâts que font les ragondins et la perception change. Donc alors que la loutre, quel que soit le gradient, donc on a commencé à travailler là-dessus. Ouais, on les a mis en miroir. C'est un étudiant qui s'appelait, enfin bref, c'est un stage qu'on a eu en géographie. Bref. Eh bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé